Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une saveur vraiment emblématique de Washington, D.C., la fameuse sauce Mambo. Mhm. Alors, pour nous guider, on s'appuie sur un extrait vidéo trouvé sur YouTube. Une vidéo qui retrace son histoire, mais qui nous donne aussi, et c'est intéressant, une recette pour la faire chez soi. Ah, parfait ça. Oui, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre ce qui fait l'essence de cette sauce. D'où elle vient, pourquoi ce goût si particulier, et pourquoi elle est si importante là-bas, à DC. Tout à fait. Une véritable institution locale, si j'ai bien compris. Exactement. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom, Mambo? Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer un peu tout ça, ses origines, qui sont apparemment un peu débattues. Ah oui. Oui. Et puis, de cerner son profil de saveur, ce goût unique. Explorer son importance culturelle à Washington, D.C. et bien sûr regarder de près cette recette. Voir si on peut capturer un peu de cette magie à la maison. Un beau programme. Allons-y. Allez, on commence par les origines. La vidéo situe la naissance de la sauce Mambo, qu'on appelle aussi parfois Mambo Chili Sauce. Hmm. Chili sauce. D'accord. Mhm. En plein cœur de Washington, D.C. Plus précisément, ça viendrait des cuisines des carry-out, vous savez, ces restaurants à emporter très populaires. Oui, oui, et les petits restos de quartier, souvent. C'est ça. Et ça daterait probablement de la fin du XXe siècle. Bon, les détails exacts, qui l'a inventé, quand exactement, ça reste un peu flou. Le mystère des origines, classique. Voilà, ça ajoute au mythe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est très vite devenue un trésor local. Alors, cette naissance dans les carry-out, qu'est-ce que ça nous dit sur ses débuts selon vous? Mais c'est souvent très révélateur, ce genre de contexte. Ces cariotes, ce ne sont pas juste des endroits où on prend à manger. Ce sont des lieux de vie, des points de rencontre dans les quartiers. D'accord. Le fait que la sauce Mambo soit née là, ça suggère qu'elle répondait à un besoin, à un goût populaire immédiat, qu'elle s'est tout de suite intégrée aux habitudes des gens. Mhm. Son adoption rapide dans ces lieux très spécifiques, ça reflète souvent la démographie et la culture des communautés qui fréquentaient ces endroits à l'époque. Oui, je vois. On peut imaginer une sauce plutôt simple, accessible, savoureuse, et qui se marie parfaitement avec ce qu'on mangeait dans ces carry-out. Du poulet frit, des frites, ce genre de choses. Exactement. Souvent des fritures, oui. Donc son succès initial, il est probablement lié à ça, sa capacité à s'intégrer de manière très naturelle dans le quotidien culinaire de DC à cette époque. Et ce succès, il repose évidemment beaucoup sur son goût. La source utilise des mots comme infusion harmonieuse de saveurs sucrées et acidulées, ce fameux tangy, Oui, tangy, cet équilibre acidulé. avec une touche épicée. La vidéo dit même que la chaleur peut varier d'un léger picotement à un zeste ardent. Donc adaptable. Voilà. Cette combinaison, ça semble être vraiment la clé de son succès et de sa polyvalence. Surtout avec des plats comme les ailes de poulet ou les frites, comme vous disiez. Comment on peut analyser cet équilibre? Sucré, acide, épicé. Pourquoi ça marche aussi bien? Alors ce qui est fascinant ici, c'est un peu la science derrière cet attrait. C'est presque universel comme combinaison. Le sucré, bon, ça vient sans doute du ketchup, du sucre ajouté dans la recette. Ça apporte une satisfaction immédiate, un côté réconfortant. Oui. L'acidulé, le côté tangy, lui, il est apporté par le vinaigre. La recette qu'on va voir mentionne du vinaigre de cidre, et ça, c'est crucial, parce que ça vient couper le gras, la richesse, notamment des fritures. Ça apporte de la fraîcheur, du peps. D'accord, ça équilibre. Exactement. Et enfin, le piquant, qui est ajustable, c'est important. Lui, il vient stimuler le palais, créer une sensation de chaleur agréable ou plus intense selon les goûts. Mhm. Et ce trio, sucré, acide, piquant, ça touche différentes zones sensorielles en même temps. Ça crée une expérience en bouche qui est complexe, dynamique et très satisfaisante finalement. C'est vrai. L'acidité qui tranche le gras, le sucre qui peut même légèrement caraméliser, vous voyez, avec la chaleur du plat, et le piquant qui vient réveiller tout ça. C'est une formule qui a fait ses preuves pour rendre des aliments simples, comme le poulet frit ou les frites, absolument irrésistibles. Addictif même. Oui, on peut dire ça. Et mémorable surtout. Ça laisse une impression forte. Tout à fait. Mais la vidéo insiste sur un point, la sauce Mambo, à d'ici, ce n'est pas juste une question de goût.
c'est carrément présenté comme un symbole Ah, culturel. là, on dépasse la simple recette. Oui, elle serait un témoignage de la riche diversité culinaire de la ville et de la passion locale pour les saveurs qui ont du caractère, des saveurs affirmées. Mhm. Apparemment, on la trouve absolument partout. Quand on commande à emporter, dans les festivals de cuisine de rue, et même jusque dans les cuisines personnelles des habitants. Alors, comment une simple sauce, au fond, peut atteindre ce statut? Qu'est-ce qui fait qu'elle devient un symbole culturel? C'est une excellente question, parce que toutes les spécialités locales ne deviennent pas des icônes à ce point-là. Il y a probablement plusieurs facteurs qui jouent. Oui, D'abord, comme on disait, son origine. Très populaire, né dans les carry-out, accessible à tous, ça a pu l'ancrer dans l'identité de la ville réelle, vous voyez, celle des habitants au quotidien, loin des institutions fédérales et de l'image officielle de d'ici. d'accord, une identité plus populaire. Voilà. Ensuite, son goût. Ce goût si particulier, ce mélange sucré, piquant, acidulé. Il a pu représenter une sorte de saveur locale, unique, reconnaissable, différente de ce qu'on trouvait ailleurs. Mhm. Une signature gustative. C'est ça. Et puis, il faut penser au contexte de décès. C'est une ville très diverse, avec historiquement d'importantes communautés afro-américaines, une histoire culinaire riche et complexe. Une sauce comme celle-ci, qui est peut-être elle-même née au croisement de différentes influences, eh bien, elle peut devenir un point de ralliement, une sorte de fierté partagée. Ah oui, c'est intéressant comme idée. La nourriture, ça devient un marqueur d'identité très fort. Consommer de la sauce Mambo, ou même savoir où trouver la meilleure version, ça devient une façon d'affirmer son appartenance à décès, de partager une référence culturelle commune. C'est presque un code alors. En quelque sorte, oui, c'est un phénomène qu'on observe dans beaucoup de cultures d'ailleurs. Un plat, un condiment, même très simple, peut devenir porteur d'une histoire, d'une mémoire collective et d'une fierté régionale très forte. Cette idée de fierté et d'appartenance, c'est très parlant, effectivement. Et justement, pour ceux qui voudraient s'approprier un peu de cette culture culinaire, eh bien, la vidéo nous donne une recette. Ah, la fameuse recette. Oui, alors, plutôt que de lister tous les ingrédients un par un comme sur une notice, essayons de voir l'essentiel. La base, ça repose sur des choses assez courantes finalement. Du ketchup, du sucre, du vinaigre de cidre et de l'eau. Qu'est-ce que ce choix d'ingrédients plutôt simple nous indique ? Mais ça suggère une recette qui se veut accessible, je pense. Peut-être fidèle à l'esprit fait maison ou carry-out d'origine, justement. Pas besoin d'aller chercher des ingrédients rares ou coûteux. D'accord. Le ketchup, il fournit la base tomate, sucrée, et déjà un peu acide. Mhm. Le sucre, il renforce le côté doux, évidemment. Le vinaigre de cidre, lui, il apporte cette acidité fruitée, ce fameux tang qui a ses caractéristiques. Et l'eau, c'est pour la consistance, hein? Voilà. L'eau sert à ajuster la consistance, à diluer un peu si besoin. C'est une fondation simple, mais très efficace pour construire le profil de saveur qu'on recherche. Le choix du vinaigre de cidre, c'est important. Classique. Ça contribue sans doute à l'équilibre général de la sauce, à cette harmonie dont parlait la source. D'accord. Et ensuite, on a les éléments qui vont donner le caractère. La vidéo liste une de la sauce piquante et des flocons de piment rouge pour le côté épicé. Mhm. Et elle précise bien que c'est ajustable, ça c'est important. Oui, chacun sa tolérance. Exactement. Il y a aussi de la sauce soja, Ah, intéressant. pour une touche umami et salée apparemment. Et puis un trio d'aromates en poudre assez classique. Paprika, ail en poudre, oignon en poudre. Le trio gagnant pour beaucoup de sauces. C'est ça. Alors, cette utilisation combinée de sauce piquante et de flocons de piment, c'est courant. Et la sauce soja, quel rôle elle joue exactement ici? Alors, utiliser plusieurs sources de piquant, oui, ce n'est pas rare du tout. Ça permet de construire une complexité. La sauce piquante, qui est souvent elle-même à base de vinaigre d'ailleurs, Ah oui, c'est vrai. elle apporte non seulement de la chaleur, mais aussi une note acide supplémentaire et ses propres arômes, qui varient beaucoup selon la marque qu'on utilise. Les flocons de piment rouge, eux, ils donnent une chaleur peut-être plus directe, un peu plus brute, vous voyez, et aussi une petite texture visuelle sympa. D'accord, donc c'est pour nuancer le piquant. C'est ça, pour lui donner plus de profondeur. Quant à la sauce soja, c'est une astuce assez fréquente en cuisine pour ajouter ce qu'on appelle l'unami, cette cinquième saveur profonde, savoureuse. Mhm. Et elle apporte aussi une salinité qui est plus complexe que celle du sel de table-sol. Donc ici, elle vient probablement enrichir la base ketchup, sucre, vinaigre, lui donner une dimension supplémentaire, un peu plus de corps. D'accord, je vois. C'est plus subtil que juste salé. Exactement. Et le processus de préparation en lui-même, la vidéo est assez claire. On mélange tout dans une casserole, les liquides, le sucre, puis les ingrédients secs, on porte à ébullition. Classique.
Puis, étape importante, on laisse mijoter doucement. La vidéo dit 10 à 15 minutes pour que ça épaississe. Ensuite, on goûte, on ajuste l'assaisonnement si besoin, on laisse refroidir et hop, c'est prêt. Cette étape de mijotage, elle semble vraiment clé. Pourquoi c'est si important? Ah oui, absolument. Le mijotage, c'est crucial. Et pour plusieurs raisons. D'abord, c'est là que les saveurs vont vraiment avoir le temps de fusionner, de s'harmoniser. On dit souvent qu'elles vont se marier. Mhm. Les différents ingrédients interagissent, l'acidité s'adoucit peut-être un peu, les épices diffusent leurs arômes. Ensuite, il y a l'évaporation. Oui, Pendant que ça mijote, l'eau s'évapore doucement. Ça a deux effets. Ça concentre les saveurs, elles deviennent plus intenses, et surtout ça permet à la sauce d'épaissir, d'atteindre cette consistance un peu nappante qu'on attend de la sauce mambo. d'accord, c'est ça qui donne la texture finale. En grande partie, oui. Le sucre aussi, en cuisant doucement, peut légèrement caraméliser, ce qui ajoute encore une autre couche de complexité au goût. Et puis, la chaleur aide tout simplement à bien dissoudre le sucre et à extraire toutes les saveurs des poudres d'épices. Donc une étape simple mais fondamentale en fait. Tout à fait. C'est vraiment ce qui transforme un simple mélange d'ingrédients en une sauce cohérente, équilibrée et savoureuse. Et la vidéo a raison d'insister sur le fait de goûter à la fin. Oui, pourquoi? Parce que selon le ketchup utilisé, la marque de sauce piquante, même le vinaigre, les équilibres peuvent varier un peu. Donc il faut goûter et ajuster. Peut-être un peu plus de sel, un peu plus de sucre si c'est trop acide, ou au contraire une goutte de vinaigre si c'est trop plat. Ou plus de piquant bien sûr, c'est là qu'on personnalise un peu. D'accord, c'est le moment de l'ajustement fin. Voilà, c'est important pour que ça corresponde vraiment à ce qu'on aime. Cette accessibilité de la recette, ça soulève quand même une question. Dans quelle mesure est-ce que cette version maison qu'on peut faire avec cette vidéo peut vraiment capturer l'essence, l'authenticité des sauces mambo qu'on trouve là-bas à DC? Surtout que la vidéo elle-même dit que les origines exactes sont débattues. Ça suggère qu'il doit y avoir plein de variations, non? C'est un point très pertinent, tout à fait. Une recette comme celle-ci, elle donne une excellente base. C'est une interprétation crédible qui permet de comprendre le profil de saveur générale, ce sucré acidulé piquant, Mhm. mais il est quasiment certain qu'il existe d'innombrables variations à Washington DC. C'est même probable. Chaque carry-out a peut-être sa recette secrète transmise? Le secret du chef? Exactement. Chaque famille qui l'a fait à la maison a peut-être ses propres ajustements. Un peu plus d'aussi, un peu moins de cela, une épice différente, un autre type de vinaigre, une marque de sauce piquante fétiche. Oui, je vois. Et c'est d'ailleurs souvent ça qui fait le charme des spécialités locales, non? Cette diversité au sein d'une même tradition. Il n'y a pas forcément une seule vraie recette authentique. C'est vrai. Donc, refaire cette recette chez soi, c'est un excellent moyen de s'approcher de l'expérience, de comprendre l'idée. C'est une façon de participer à cette tradition culinaire. Mais l'authenticité vraie, si elle existe, elle réside peut-être justement dans cette multitude de versions locales, chacune avec son histoire, son petit truc en plus. Donc, faire la recette, c'est bien, mais goûter sur place, c'est encore autre chose. Voilà. L'expérience sur place reste unique, avec toutes ces variations possibles d'un endroit à l'autre. Mais la recette Mézé permet déjà de faire un beau voyage gustatif. C'est sûr. Alors, si on essaye de résumer un peu ce parcours autour de la sauce mambo, on a donc une création culinaire qui est née dans le DC populaire, celui des carry-out. Mhm. Ses origines précises restent un peu mythiques, ce qui participe à son charme. Son succès énorme repose sur un équilibre de saveurs très malin, très addictif, sucré, acidulé, piquant. Le trio magique. Exactement. Et ça se marie super bien avec des plats simples, populaires, comme le poulet frit, les frites. Mais au-delà du goût, elle a vraiment acquis un statut d'icône culturelle à DC. Oui, c'est clair. Elle symbolise une partie de l'identité de la ville, sa diversité culinaire, son goût pour les saveurs franches. Et enfin, la recette qu'on a vue, même si ce n'est qu'une version parmi d'autres, eh bien, elle offre une porte d'entrée assez facile, assez accessible pour découvrir cette saveur emblématique chez soi. C'est une très bonne synthèse. Et si on veut élargir un peu la perspective, pour finir, cette histoire de la sauce mambo, elle est intéressante parce qu'elle nous invite à réfléchir. Ah oui, bien sûr. Oui, ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Partout dans le monde, il y a des villes, des régions, parfois même des quartiers, qui ont leurs propres condiments fétiches, leurs petites spécialités nées localement, et qui racontent quelque chose d'unique sur leur histoire, leur culture, leurs habitants. C'est vrai, on peut penser à plein d'exemples. Exactement. Pensez, je ne sais pas moi, aux différentes sauces Worcestershire en Angleterre,
aux variations infinies de chutneys en Inde, aux aïolis si différents d'un village à l'autre en Provence, ou même à des choses très spécifiques comme la fameuse white sauce des stands de halal à New York. Ah oui, la sauce blanche. Un autre mystère. Voilà. Ce sont souvent des choses très simples, mais qui deviennent emblématiques. Alors, la question qu'on pourrait peut-être se poser, chacun pour soi, c'est quelle est cette saveur, ce condiment, ce petit plat modeste mais iconique qui définit notre propre environnement, notre ville, notre région? Intéressant comme réflexion. Qu'est-ce qui, dans notre paysage culinaire local, joue ce rôle de marqueur identitaire, de porteur d'histoires partagées? Souvent, on cherche les grands plats, les grandes traditions, mais parfois, ce sont ces saveurs du quotidien, comme la sauce mambo à DC, qui en disent le plus long sur qui nous sommes et d'où nous venons. Une belle invitation à explorer nos propres sauces mambo locales. Exactement. À chercher la saveur qui raconte notre histoire.